diminution de la prise en charge des blessés de guerre. Avec Barakissa Ouattara, il sera question de médicaments. Et oui, le Mali dispose de plus de 5 milliards de médicaments en stock pour approvisionner tout le pays. Le constat a été fait par la ministre de la Santé et du Développement social. Pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent dans les régions de Gao, Ménaka et Mopti, le Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience injecte plus d'1 milliard de francs CFA pour contrer le phénomène. Mohamed Kayantao nous en dira plus. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré se penche aujourd'hui sur le métier de journaliste. Quand tout publier devient la règle dans une profession pas comme les autres, c'est l'intitulé de ce grand forum. En sport, Idrissa Kamara sera là pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane les compétitions africaines des clubs, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Il va nous parler aussi des huitièmes de finale de la Ligue des champions d'Europe qui démarre demain avec un alléchant Paris Saint-Germain et Real Madrid. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 14 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je le disais dans les titres, la montée en puissance des forces armées maliennes est perceptible même dans les infirmeries militaires. Par exemple, dans la garnison Amadoune Bokari Bari d'Ibalobo de Sévaré, dans la 6e région militaire, les blessés de guerre ne viennent plus comme avant, malgré la contre-offensive lancée par les FAMA. Selon le médecin-chef de l'infirmerie, le colonel Mamadou Salif Konati, comparativement aux années antérieures où son infirmerie recevait beaucoup de blessés de guerre par centaines même, avec la montée en puissance de l'armée, les blessés arrive maintenant au compte-gouttes. Nos envoyés spéciaux à Sévaré dans le secteur 4 de l'opération Maliko, Ousmane Diakité et Alou Bekone nous font un zoom sur la prise en charge des blessés de guerre. Dans le cadre de l'offensive contre les groupes armés terroristes dans le secteur 4 de l'opération Maliko, couvrant les régions de Mopti, Badangara et Douanzan, aucun aspect n'a été mis de côté par la hiérarchie militaire. Elle a mis les bouchées doubles pour la prise en charge d'éventuels cas de blessures sur le front. Médecin colonel Mamadou Salifou Konaté, directeur santé de la 6e région militaire à Sévaré. Nous jouons un gros rôle dans le centre parce que nous avons la prise en charge des blessés de guerre et des malades militaires. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui sont blessés, qui sont évacués à notre niveau. Il y a plusieurs niveaux de prise en charge. Nous avons un niveau qui concerne l'hôpital ou à l'hôpital avec l'appui de nos partenaires, c'est-à-dire l'hôpital Somino de l'eau de Sévaré avec CICR. Donc les premiers blessés, surtout les blessés graves, sont pris en charge là-bas. Nous recevons plusieurs sortes de blessés, c'est-à-dire les blessés par balle, les blessés par explosion, engins improvisés. La montée en puissance des FAMA n'est plus une simple rhétorique. Elle est perceptible à l'infirmerie militaire du camp FAMA de Sévaré, une structure sanitaire qui reçoit maintenant rarement les blessés de guerre, comparativement aux années passées où elle enregistrait par semaine des centaines de militaires touchés sur les théâtres d'opération. Médecin colonel Mamadou Salifou Konaté, directeur santé de la 6e région militaire à Sévaré. Nous remercions les bons dieux. Il y a une nette amélioration. J'explique cela par le fait qu'aujourd'hui l'armée est en train de monter en puissance. Donc cela est en train de changer beaucoup les rapports de force. Et il y a une année de cela, nous on avait presque tous les jours au minimum 3-4 blessés, sinon souvent même 30-44 blessés par jour. Aujourd'hui, on peut faire une semaine, 10 jours sans avoir de blessés. Les quelques blessés de guerre admis à l'infirmerie militaire de Sévaré se disent satisfaits de leur prise en charge sanitaire. Sergent Lassine Sangaré est blessé de guerre dans l'attaque du poste de Giré dans la région de Nara. J'ai été touché lors de l'attaque du poste de Giré par les terroristes dans la nuit. Au cours des combats, une balle de PKM a touché mon bras. Malgré tout, j'ai tenu et je continue de tenir pour mon pays. S'il s'agit du Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Je suis même pressé qu'on m'enlève ce fer pour que je puisse rejoindre ma troupe afin de continuer à faire cette guerre noble pour libérer le Mali. Vous l'aurez compris, c'est ce moral de fer qui anime les quelques rares blessés de guerre admis à l'infirmerie de la garnison de Sévaré. C'est aussi un témoignage éloquent qui prouve à suffisance ce qui est en train d'être fait par les autorités de la transition dans le cadre de la prise en charge des blessés sur les théâtres d'opération. Sévaré, Ousmane Diakité Alou Bekone pour l'ORTM. Restons toujours mobilisés derrière notre armée. À ce jour, le Mali dispose de plus de 5 milliards de stocks de médicaments, des stocks suffisants pour approvisionner tout le pays. Le constat a été fait par la ministre de la Santé et du Développement social qui s'est rendue dans les entrepôts de la pharmacie populaire du Mali. Une visite suivie par Barakissa Ouattara.
La ministre de la Santé et du Développement social met fin aux rumeurs sur une possible rupture de stock de médicaments au Mali. Elle s'est rendue dans 3 entrepôts de médicaments de Bamako pour s'assurer de la disponibilité des stocks. Garantie lui a été donnée par le PDG de la pharmacie populaire du Mali qui estime que le pays dispose de stocks suffisants qui pourront couvrir toute l'année. Dr Mamadi Sissoko, président directeur général de la pharmacie populaire du Mali. À la date d'aujourd'hui, dans nos entrepôts, nous disposons de plus de 5 milliards de stocks de médicaments, tous médicaments y compris, que ce soit le paludisme, qui est la première cause de mortalité au Mali, et la césarienne, la dialyse, les antituberculeuses, les anticancéreuses. Donc nous disposons suffisamment de stocks et de médicaments au niveau de nos entrepôts. La ministre de la Santé s'est dit rassurée et rassure à son tour la population malienne de la disponibilité de tous les produits, contrairement à ce qui s'est dit. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est rassurant. C'est rassurant dans la mesure où les médicaments qui sont le plus utilisés sont en quantité suffisante pour couvrir quand même plusieurs mois. Et par exemple, pour le traitement du paludisme, nous avons un stock qui peut couvrir toute l'année. Et nous avons les kits césariennes, je prends des exemples comme ça, les sérums aussi qui sont utilisés pour lesquels il y avait des rumeurs de rupture de stock. Mais vous voyez, nous sommes derrière le stock de sérum ici, donc je les félicite déjà. Des dispositions sont également prises afin que toutes les régions et cercles du Mali soient régulièrement ravitaillées. La ministre a aussi félicité la pharmacie populaire du Mali pour la bonne gestion malgré les moments difficiles. Le Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience injecte plus d'1,5 milliard de francs CFA dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Mali. Initiative Conseil Développement et FinPeace sont les 2 ONG maliennes retenues pour l'exécution des programmes qui doivent toucher plus de 200 000 personnes dans les régions de Gao, Menaka et Mopti. La cérémonie de lancement des activités s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mohamed Kayantao. Initiative Conseil Développement, ICD et FinPeace sont les 2 ONG que le Fonds mondial pour l'engagement communautaire et la résilience, JCRF, a retenu pour dégager des voies et moyens susceptibles de minimiser, voire éradiquer l'extrémisme violent dans le centre et le nord du pays. Environ 220 000 jeunes et femmes des régions de Gao, Menaka et Mopti y sont concernés. Mahamadou Samake, représentant du G5 Sahel. Le secrétariat exécutif du G5 Sahel et la LG viennent de concevoir avec leur partenaire GCERF une solution innovante et efficace à la lancinante question du financement qui se pose à toutes nos organisations. Mokhtar Kane, représentant du GCRF. Les communautés locales sont les premières victimes de l'extrémisme violent et sont également les mieux placées pour comprendre et influencer les facteurs contribuant à l'extrémisme violent. Elles détiennent la clé de la réussite éloquente des efforts de prévention contre l'extrémisme violent. Les activités qui seront menées doivent permettre aux jeunes et femmes de s'épanouir et de s'autonomiser afin d'échapper à la tentation des groupes terroristes. Le gouvernement se félicite de l'initiative de GCRF. Abdoulaye Tunkara, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour une durée de 3 ans, le coût global du financement s'élève à 1 525 516 000 francs CFA. Des actions seront menées dans le cadre de l'apaisement des tensions et conflits autour de l'accès aux ressources, de l'amélioration de la situation socio-économique des populations, ainsi que l'accompagnement des candidats qui ont été retenus dans ces projets. Et le secrétaire général d'ajouter que ces programmes ne peuvent être exécutés à hauteur de souhait sans la paix et la sécurité dans ces zones. Environ 4 milliards de francs CFA, c'est le budget 2022 du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM. Le projet vient de tenir la 6e session de son comité de pilotage. Confronté à un problème de décaissement des fonds l'année dernière, le projet compte relever ce défi et réaliser les activités programmées dans la modernisation des laboratoires de Savalbougou. Le PASEM est financé à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement et l'État du Mali. Salimata Dao. Lancé il y a 3 ans de cela, le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM, peine à exécuter son programme d'activité. De 13% de taux de décaissement en 2021, le projet compte aller à 44% cette année. Les membres du comité de pilotage sont réunis pour échanger sur les objectifs à atteindre en 2022. Sori Bamba, coordinateur du PASEM. Nous allons d'abord
travailler sur le secteur privé et à travers par exemple le secteur de l'élevage. Nous devons faire tout pour faire l'exportation de la viande malienne. Il s'agit de moderniser l'abattoir de Sabalibougou, faire de telle sorte que les produits qui sortent répondent aux normes internationales. Mais on a vu que toutes ces activités doivent être faites dans un environnement sain. Et on a vu que généralement il y a trop de conflits au niveau du foncier parce que même si tu veux installer des jeunes pour faire de l'embouche et consort, il y a un problème d'accès à la terre. Donc nous allons mettre en place le SIF, qui est le système d'information foncière. Nous allons mettre en place un laboratoire d'analyse de la qualité. Le ministère en charge de l'économie et des finances souligne que pour atteindre ces objectifs, certaines conditions doivent être réunies. Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Notamment la tenue de l'évaluation à mi-parcours du projet par la BAD et la prorogation de la date actuelle de clôture du projet en vue d'aligner la durée des nouveaux contrats à engager à celle du projet. Le maintien de la dynamique actuelle de la BAD dans ses réactions aux dossiers soumis à ses avis de non-objection. La mobilisation des ressources de l'État pour la mise en œuvre de certaines activités du projet. Et enfin, le recrutement rapide d'un nouveau spécialiste en passation de marché. Pour exécuter entièrement le projet, le Mali compte sur une prorogation de 2 ans par la Banque africaine de développement. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. 13h10, actualité hors du Mali. La conseillère spéciale de l'ONU, Stéphanie Williams, est en visite en Libye. Elle a rencontré les 2 premiers ministres afin d'éviter une escalade. Abdelhamid Deba, en poste depuis 1 an, et l'ancien ministre de l'Intérieur, Fatih Bagaga, choisi jeudi dernier par le Parlement de Tobrouk. Alors que l'ONU se dit d'ailleurs continuer à reconnaître Abdelhamid Deba tout en ayant pris acte de la désignation de Fatih Bagaga. La Cour pénale internationale ouvre l'audience sur l'appel de l'ancien chef de guerre des rebelles ougandais Dominic Ongwen, un an après avoir été déclaré coupable. Il retourne aujourd'hui devant les juges de la CPI qui vont entendre les arguments de son appel. Enfant soldat, devenu chef rebelle de l'armée de résistance du Seigneur, avait été condamné par la Cour pénale internationale à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le chancelier allemand Olaf Scholz est en visite aujourd'hui en Ukraine, à Kiev, pour tenter de trouver une solution dans la crise russo-ukrainienne. Après cette visite à Kiev, il se rendra en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Place à présent à notre dossier de tous les lundis. N'est pas journaliste qui le veut. Cette vérité historique est-elle d'actualité aujourd'hui? La question est d'autant plus légitime lorsqu'on prend en compte la publication presque quotidienne des informations non vérifiées et manipulées sur la situation au Mali. En première ligne de cette autre façon de faire le journalisme, les médias sociaux. Des dérives qui font légion au moment où le pays est confronté à une crise profonde. Pourtant, la responsabilité sociale exige du journaliste le respect des principes cardinaux du métier, dont l'éthique et la déontologie. Mais quand tout publié devient la règle dans une profession pas comme les autres, c'est l'intitulé de ce grand format de ce lundi. Il est signé Bourama Traoré et Idrissa Dameli. Dans ces kiosques à journaux, la situation sécuritaire et politique du pays est à la une de l'actualité. C'est une habitude chez Lamine Touré, notaire, qui vient tous les jours pour s'imprégner de leur contenu et surtout se procurer quelques exemplaires. C'est passionné de la lecture, a le Mali dans le cœur. On ne doit pas publier tout. Et comme on le dit souvent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et surtout si ça compromet l'union et si ça contribue à la démobilisation du peuple. Pour ne pas démobiliser le peuple, savoir lire entre les lignes devient un exercice circonstanciel et fondamental. Dans un contexte de crise multiforme, le professionnalisme doit acquérir une certaine saveur patriotique. Banyugou Dante, président de la Maison de la Presse. Nous devons comprendre aujourd'hui que chacun de nous peut rester professionnel, mais en défendant le pays contre les agressions extérieures. C'est là extrêmement important. On ne le fait pas pour un système, on ne le fait pas pour un homme, on le fait pour le pays qui appartient à nous tous. Le Mali, qui fait l'objet de tirs croisés, se bat pour réaffirmer sa souveraineté et son indépendance. Dans ce combat, la plume et le micro peuvent être une arme efficace. En réponse à ces agressions, sans pour autant remettre en cause l'indépendance des médias, l'impartialité des médias, nous devons trouver des méthodes appropriées qui permettent effectivement de sauver notre pays.
Sauver le Mali mobilise aujourd'hui toutes les énergies. Une mobilisation générale pour un souci majeur, la quête de sécurité et de stabilité. Une préoccupation qui doit également se sentir au bout du stylo. Chona Mathieu Kone, journaliste. Tout média malien aujourd'hui forcément a en tête la lutte contre l'insécurité, la consolidation de la tolérance pour le vivre ensemble harmonieux comme c'était avant. Donc la ligne éditoriale doit être soucieuse où que l'on travaille de ses fondements. L'homme est le fruit de son milieu selon les philosophes. En tant qu'une partie intégrante de la société, le journaliste se doit d'assumer pleinement sa responsabilité sociale. Suleiman Bobo Tunkara, directeur de publication du quotidien national L'Essor. La presse doit faire bloc autour de la cause nationale. Cela ne signifie pas que la presse ne doit pas dire la vérité, que la presse ne doit pas être libre. Non, la presse peut toujours continuer à faire son travail, mais dans le respect strict de la déontologie, ça c'est un. Et puis, faire en sorte qu'elle puisse jouer ce rôle d'avant-garde pour contrer la désinformation, que la presse malienne sache d'abord qu'elle est aujourd'hui une actrice de cette crise. Gaussou Drabo, journaliste et ancien ministre. Le contexte oblige également le journaliste à pratiquement se surpasser, parce que c'est un contexte qu'on n'a jamais affronté. C'est une réalité qu'il faut approcher avec beaucoup de modestie et refuser, disons, les idées toutes faites qu'on fait. Et il y a aussi beaucoup de courage parce qu'effectivement, vous voyez en face de vous des acteurs qui se servent parfois pas des médias, mais des moyens électroniques de diffusion pour, disons, prendre des positions très dangereuses ou adopter des attitudes très nocives à la paix sociale et à l'entente nationale. Dans ce contexte de crise, quand tout dire ou tout écrire devient la norme, les professionnels s'inquiètent, à l'image des médias sociaux, devenus la sève nourricière des assoiffés de l'information. Modibo Fofana, président de l'association professionnelle de la presse en ligne. Il y a des informations, même si ces informations sont vraies, c'est vérifié, mais si sa publication, sa diffusion peut contribuer à nuire la cohésion sociale, peut contribuer à la déstabilisation du pays, moi je pense que les professionnels doivent mettre une telle information à côté. Une situation particulière, un traitement particulier de l'information, en d'autres termes, assumer son devoir d'informer et rester sur la ligne de défense de la patrie. Chona Mathieu Kone, journaliste. Le journaliste ne va pas faire la politique à la place des politiciens. Mais c'est vrai que quand la nation est sous les feux conjugués, le journaliste, il vit dans cet environnement. Il ne peut pas s'en détacher. Il est comptable des défenses de la cause populaire, publique. Gaussou Drabo, journaliste et ancien ministre. Lorsque on dit le Mali par-dessus tout, c'est une phrase qu'il ne faut pas répéter comme un slogan. C'est une phrase qui nous oblige à examiner avec beaucoup de gravité et avec beaucoup de profondeur, chacun à son niveau, ce qu'il peut faire. Donc, face à une réalité que nous n'avons jamais eu à affronter et qui nous oblige à réfléchir différemment sur, disons, la manière de traiter les sujets, je crois qu'ils doivent rester fidèles à ce qu'ils ont toujours eu comme principes cardinaux dans l'exercice du métier. Parmi ces principes cardinaux, le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Mais aujourd'hui, faut-il changer ou adapter la ligne éditoriale ou rédactionnelle à la situation nationale? Modibo Fofana, président de l'association professionnelle de la presse en ligne. Nous sommes maliens avant d'être journalistes. Si vous constatez que votre pays se trouve dans certaines situations, la ligne éditoriale n'est pas forcément un verset coranique ni biblique. Et cette ligne éditoriale peut être adaptée au contexte de la situation. Suleiman Bobo Tunkara, directeur de publication du quotidien national L'Essor. On n'est pas obligé de changer la ligne rédactionnelle ou la ligne éditoriale. Mais à chaque grand événement, on doit réagir. C'est pourquoi elle doit faire en sorte que, tout en gardant sa liberté de ton, sa liberté d'opinion, de faire ce combat. Dans un pays en crise, la bonne information est un allié sûr pour déconstruire certains discours plus ou moins distants de la réalité. En première ligne du combat, les hommes de plume et du micro pour contrer la déferlante machine de manipulation. Merci beaucoup. Avec beaucoup d'éthique et de déontologie, il sera là et dans un instant pour parler de sport.
13h19, nous accueillons Idrissa Kamara pour la page sportive de ce journal. Bonjour Idrissa. Bonjour. Tout le plaisir est moi de vous accueillir dans ce journal. L'actualité du sport, c'est d'abord les compétitions africaines de football. La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération jouent leur première journée. Et tout à fait. Les résultats suivants ont été obtenus. D'abord, en Ligue des Champions, le Raja de Casablanca a assuré le service minimum en s'imposant 1-0 face au Sud-Africain d'Amazulu FC. La belle opération des Algériens du Sétif, vainqueurs en déplacement 1-0 du Orient du Conakry. Une autre surprise, c'est au cœur où le Zamalek a dû s'arracher pour éviter une terrible désillusion à domicile contre Petro Atlético. 2 buts partout entre les deux équipes à l'issue du temps réglementaire. Bilan mitigé pour le club tunisien, quand l'Espérance de Tunis réussit son entrée dans la phase de groupe des champions en ne faisant qu'une bouchée des modestes Botswanais de Yuaning Galaxy, atomisé 4-0, l'étoile du Sahel, elle, devra se contenter du nul 0-0 à domicile contre le CR Belouizdad. L'autre club marocain, le Wydad de Casablanca, a largement tenu son rang à domicile, il est vrai, en dominant les Angolais du GD Sagrada 3-0. Service minimum pour l'un des favoris de la compétition, les Mamelodi Sundowns, voilà, j'y arrive maintenant, et qui a dû donc se contenter du score de 1-0 à domicile contre Al-Ahly du Soudan. Enfin, pour cause de participation à la Coupe du Monde des clubs, Al-Ahly d'Égypte, multiple vainqueur de la compétition, attendra pour rentrer en lice. En ce qui concerne la Coupe de la Confédération, Ousmane Daw a noté d'abord la contre-performance du Coton Club des Garoua et qui fait figure d'épouvantail au même titre du reste que TP Mazembe. Eh bien, l'équipe du Nord du Cameroun a été tenue en échec 0-0 chez elle par El Masri d'Égypte. Et pour le reste, la SEC d'Abidjan en déplacement en RD Congo et s'est fait battre 3-1 par le Simba Sport Club. Le duel entre les deux Congos a tourné en faveur du TP Mazembe de Lumbashi et victorieux de Toyodoyo du Congo-Brazzaville, équipe entraînée par notre compatriote Ali Badra. Pyramide d'Égypte a dominé 2-1 Al-Ahly de Tripoli. Orlando Pirates d'Afrique du Sud est venu à bout du GS Sahara de l'Algérie 2-0. Les CS Saxiens l'a emporté par le minimum de 1-0 face à Zanaco de la Zambie. Enfin, RCB Berkane s'est défait de l'Union sportive de la gendarmerie du Niger qui en était à sa première participation à cette compétition. Cette équipe représentante du Niger donc a été battue 5-3 au Sondao. En Europe, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, phase aller démarre demain avec un alléchant Paris Saint-Germain, Real Madrid. Et c'est vrai, on reprend le service à la Ligue européenne des clubs. Et c'est déjà les huitièmes de finale, vous l'avez dit, avec des duels épiques qui démarrent dès demain. Vous l'avez dit, l'affiche la plus alléchante est attendue pour demain. Il s'agira du Paris Saint-Germain qui affrontera le Paris Saint-Germain au grand complet, faut-il le dire, qui reçoit le Real Madrid un tout petit peu en doute quand même. Karim Benzema est annoncé dans l'effectif, c'est vrai, dans l'effectif merengue, mais les goléador madrilène sort, vous le savez, de l'infirmerie. Alors, sera-t-il au top? Là-dessus, le doute est plutôt permis. Mais l'histoire nous a appris quand même que les grands joueurs ont toujours eu cette petite étincelle de génie qui parfois suffit à faire la différence. L'autre affiche de la soirée de demain, ça sera le Sporting Lisbonne qui croisera le fer avec Manchester City de Pep Guardiola. Des Citizens au sommet de leur art qui devront poser certainement des problèmes aux Portugais sur leurs installations. La suite de ces huitièmes de finale aller, ça sera mercredi avec des oppositions Salzbourg, Bayern de Munich et Inter Milan, Liverpool. On termine avec quelques résultats des championnats majeurs en Europe. En Allemagne, Manchester City continue sa course en avant en Italie.
la tête change de main puisque c'est l'AC Milan qui domine désormais. Absolument. Nous commencerons bien entendu par l'Angleterre où la Premier League jouait sa 25e journée et les Reds de Liverpool, suite à leur victoire étriquée, c'est vrai, 1-0 face à Burnley, ne sont plus qu'à 9 petits points du leader Manchester City, pourtant large vainqueur de Norwich 4-0. West Ham, à une place du podium, a été tenu en échec 2 buts partout par Leicester et Tottenham enregistre sa 3e défaite de rang en perdant 0-2 face à Wolverhampton. En Espagne, la 24e journée de la Liga, le FC Barcelone a concédé donc le nul 2 buts partout face à son voisin de l'Espagnol. Le Real Madrid a calé 0-0 face à Villarreal. L'Atlético Madrid déroule face à Valence, battu 4-1 et Betis l'emporte largement 4-2 face à Levante. En Serie A italienne, beaucoup de matchs nuls. Atalanta Juventus 1-1, AS Rome Sassuolo 2-2, Naples Inter 1-1 également. L'AC Milan, grâce à sa victoire 1-0 face à la Sampdoria, passe en tête de la Serie A au détriment de l'Inter. En Bundesliga, la surprise est venue de Bochum qui a surclassé, tenez-vous bien, le Bayern de Munich 4-2, alors que ses poursuivants immédiats, le Bayern Leverkusen et Dortmund, eux, engagent 3 points chacun suite à leur victoire 3-0 et 4-2, respectivement, face à Stuttgart et Berlin. Et puis, nous allons terminer maintenant avec la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain a fait le service minimum face à Rennes, battu 1-0. Marseille domine Metz 2-1 et Bordeaux, en s'inclinant 4-2 face à Lens, est désormais l'antenne rouge de la Première Ligue française. Sale temps pour les Girondins de Bordeaux. À 13h26 à Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde, Bintou Traoré et réalisation, dossier Baba Diarra. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous.